Le parc de la Tête d'Or est aussi connu pour sa roseraie impressionnante qui étend ses massifs sur plus de 8 hectares et repose sur un mode de culture bien particulier. Alors vous allez me dire, mais c'est très compliqué d'entretenir tous ces rosiers. Non, eh bien cette roseraie aussi, elle se veut un modèle du genre au niveau du suivi sanitaire. Il y a 6 ans maintenant, nous nous sommes lancés dans la lutte biologique, ce qu'on appelle aussi la lutte intégrée. Mais cette lutte intégrée, elle repose complètement sur la notion de diversité. Et la diversité, donc, pourquoi faire? Eh bien, pour se passer des insecticides, pour se passer des herbicides. Et pour faire tout ça, eh bien, ce qu'il nous faut, c'est de la diversité. Dans la drôle de guerre qui se livre au sein de la roseraie, on a mis en place un plan de bataille qui fait appel à toutes les bonnes volontés. La lutte intégrée est une démarche et une association de lutte chimique avec une lutte biologique. L'objectif est de minimiser le produit de traitement. Dans une culture monospécifique, les maladies sont l'un des aspects les plus problématiques. Le rosier est une plante fragile qui subit facilement les attaques des champignons comme la tache blanche ou la tache noire. Pour faire face à cette menace, 13 variétés de roses appelées des sentinelles montent la garde. En cas d'attaque, elles seront les premières touchées. C'est ensuite un long travail d'observation quotidien avant de prendre la décision de traiter. Si le massif est atteint, on fait un déclenchement généralisé et on optimise l'utilisation du chimique contre le champignon. Et ensuite, on a des insectes, et essentiellement les insectes que tout le monde connaît, c'est le puceron. Nous avons essayé de bien connaître notre ennemi. Et ensuite, par rapport à ça, on a mis en face des partenaires, des insectes qui pouvaient nous aider à la place du produit chimique. Ils vont attaquer le puceron pour le dévorer. D'autres insectes se comportent comme des parasites. Ils utilisent le puceron pour pondre à l'intérieur et c'est la larve qui va consommer le puceron. Dans la nature, c'est la décomposition des feuilles, c'est les micro-organismes du sol qui nourrissent la plante. Donc nous, on favorise tout ce qui est fertilisation organique. Pour participer à cette lutte biologique, les partenaires du monde végétal sont également sollicités. En permettant de maintenir un microclimat, une ambiance autour du rosier, les plantes vivaces ou encore les arbustes jouent un rôle précieux. Si une plante est dans un milieu correct pour elle, dans un bon milieu, elle est plus forte pour se protéger contre toutes les attaques parasitaires et de champignons. Absolument tout le monde participe à la protection des rosiers. Les moineaux et les mésanges qui avaient disparu de la roseraie suite au traitement classique sont revenus en nombre. Et comme une bonne surprise n'arrive jamais seule, eux aussi se sont joints aux jardiniers, coccinelles et plantes diverses pour lutter à leur manière. Leur méthode? Attaquer les pucerons directement sur les rosiers. Nous nous trouvons actuellement dans la serre de culture des plantes succulentes. C'est une serre qui fait partie du groupe des petites serres froides au Jardin botanique de Lyon. Et dans cette serre, nous avons une grande partie de plantes de la famille des cactacées, mais aussi d'autres succulentes assez intéressantes en culture et qui actuellement, comme vous pouvez le voir, commencent à fleurir. Une plante succulente, c'est une plante qui a des capacités de survie dans des zones très arides, c'est-à-dire que la plante est capable de stocker des éléments nutritifs dans ses tissus. Et en période défavorable, c'est-à-dire quand il y a des chaleurs extrêmes et une sécheresse aussi absolue, la plante est capable de survivre grâce à ses réserves. Botaniquement parlant, il existe des plantes succulentes dans à peu près 70-75 familles au monde. La particularité de la famille des cactacées, qui est une famille botanique à proprement parler, est que tous les éléments de cette famille sont des plantes succulentes. Toutes sont adaptées à ces zones de sécheresse. Donc les plantes succulentes ont adopté certains petits trucs, entre guillemets, pour survivre dans ces zones un petit peu difficiles. Par exemple, tout ce que nous appelons des épines, vulgairement, ce sont botaniquement des feuilles que la plante a modifiées et qui sont même capables de capter les moindres particules d'hygrométrie dans l'air pour les retransmettre au tissu de la plante.
Le gros inconvénient de ce système, c'est que s'il n'y a plus de feuilles vertes, c'est qu'il n'y a plus d'assimilation chlorophyllienne. Donc la plante ne pourrait pas vivre. Donc c'est en fait la tige qui a pris cette fonction chlorophyllienne. C'est pour ça que les tissus sont complètement verts sur les tiges. Et la plante assure donc sa vie grâce à ces tiges. Au niveau culture, c'est pas très compliqué à condition de respecter quand même certaines petites notions de base, à savoir que ce sont des plantes qui vivent dans des zones désertiques où il y a une alternance de périodes favorables et de périodes défavorables sur la saison. Alors pour recréer ces deux périodes d'alternance chez nous sur notre climat, donc en hiver on essaye de les garder le plus au sec possible et de les garder dans une température pour les cactacées entre 5 et 8 degrés, c'est parfait pour elles. Voilà. Ensuite, l'été, la période de végétation reprend naturellement, donc la température remonte grâce à la température ambiante. Et on reprend progressivement les arrosages à partir de fin mars, début avril, selon les saisons, progressivement. Par contre, en été, c'est une plante qui vit, c'est une plante qui pousse, c'est une plante qui a besoin d'eau pour refaire ses réserves, et là, il ne faut pas hésiter à les arroser. Quand je parle d'arrosage, c'est un vrai arrosage, c'est-à-dire que quand on mouille la plante, on la mouille vraiment. On ne se contente pas d'arroser sur quelques millimètres en surface, c'est beaucoup plus néfaste pour elle qu'autre chose. En moyenne, un arrosage par semaine quand il fait très chaud, voire une fois tous les 10 jours seulement, suffit amplement. Voilà. Alors la période de croissance des plantes est assez variable. Il y a des plantes qui sont de nature très petites, qui même adultes, ça ne dépasse pas quelques centimètres de diamètre. Et vous avez des plantes comme l'astrophytum, là, qu'on va regarder tout à l'heure, qui peut facilement monter en colonne. Là, on en a un qui a 60-70 cm de haut, qui a 25-30 ans à peu près. Et puis vous avez ce qu'on appelle les cierges ou les candélabres, qui, eux, peuvent monter dans la nature à 25-30 mètres de haut. Pour les espèces un petit peu plus délicates, c'est-à-dire qui ont des croissances difficiles ou qui sont très difficiles à acclimater sous nos climats, parce qu'on n'a quand même pas du tout les mêmes climats qu'au Mexique ou en Amérique du Sud, etc. etc. Il y a un mode de propagation qui peut exister à condition d'avoir déjà une plante de base, c'est le greffage. Alors, la greffe de cactus, c'est une des greffes les plus faciles à réaliser. Alors, on commence déjà par le porte-greffe et on essaye de couper le porte-greffe de manière la plus horizontale possible. Et on voit bien le canal médulaire, cette partie où se fera la suture entre les deux plantes. Ensuite, on va couper le greffon. Donc pareil, une coupe la plus franche possible, la plus droite. Pour aider la suture, de manière à ce que les deux plantes soient bien en contact l'une avec l'autre, on va faire un petit chanfrein, c'est-à-dire qu'on va couper la pellicule la plus dure de la plante. On pratique la même chose avec le greffon. Une fois que le porte-greffe et que le greffon sont prêts, on les met en contact et on essaye de chasser les bulles d'air qui pourraient exister entre les deux parties. En principe, si tout va bien, votre plante tient déjà. Voilà. Et pour assurer une reprise, on va dire à 90%, on prend un élastique et très délicatement, on met les deux plantes étroitement en contact. On en remet un second dans l'autre sens pour être sûr que tout ça va tenir. Ensuite, on va poser cette plante dans un coin et on ne va plus la toucher, hormis pour l'arrosage qu'on pratiquera dans le pot et jamais sur la greffe. En 3 jours, on peut enlever les élastiques et la plante est soudée. Une fois que la plante a commencé de fleurir, tous les ans, elle doit, si elle est cultivée normalement, refleurir. Après, le délai de floraison est un petit peu délicat. À partir d'un semis, par exemple, certains mammillaria, qui est un genre de cactus avec toutes ces petites fleurs sympathiques en couronne, là, sur les têtes, au bout de 3-4 ans, certains mammillaria, à partir du semis, sont capables de fleurir. Quand vous prenez d'autres espèces, comme le célèbre coussin de belle-mère, l'échinocactus, on peut attendre plusieurs dizaines d'années avant d'avoir une floraison sympathique, quoi. Dans le midi de la France, certains cierges mettent 25 à 30 ans avant d'avoir leur première fleur. Donc c'est vraiment très aléatoire en fonction des espèces. C'est pour ça que quand on cultive un cactus, déjà la première chose à faire, c'est de ne pas être impatient. Ça apprend un petit peu la patience. Et puis il faut bien connaître l'espèce, son pays d'origine et son mode de culture. Et en respectant ces principes de base, normalement, on arrive à avoir des belles plantes qui fleurissent très sympathiquement tous les ans.